Jean-Aimé Mavounou, auteur du livre Confession interdite, publié en 2025 dans les éditions Louzaboussou. Monsieur l'écrivain, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver sur notre plateau Louzaboussou afin de mieux découvrir l'œuvre que vous venez de mettre à jour à la disposition du public. Raison pour laquelle c'est avec une grande joie que nous aimerions passer cette interview pour pouvoir mieux vous connaître et comprendre ce que vous avez écrit dans ce livre si attirant et si engagé. Question numéro 1. Dans quel pays habitez-vous? Je suis congolais de la République du Congo, dont la capitale est Brazzaville. Question numéro 2. Pouvez-vous vous présenter à nos chers lecteurs et internautes? Pourquoi pas? Je réponds au nom de Mavungu Jean-Aimé, né le 4 août 1959 dans la commune de Mosenjo, département du Niari, électromécanicien au CFTO. Je suis écrivain. Monsieur l'écrivain, merci de vous présenter. Alors, à présent, présentez-nous votre livre. Confession interdite est le titre de mon livre, qui épouse les couleurs de sa couverture, dont le rouge pourpre allant étayer la mélancolie de la vie sur toutes ses épreuves. La confession personnalisée dans un lieu saint, pieux, qui pourrait être une église, une chapelle et au plus fort une cathédrale. Le plan est la béatitude qu'il faut affecter à l'espoir, la positivité ou même l'amour. Ce livre, Confession interdite, est la traduction de moultes émotions, passes et néfastes, que mon âme a accumulées tout au long de l'existence humaine. En effet, ce que nous vivons chaque jour présente des frasques autant incompatibles à notre bonheur. Jean-Paul Sartre dira: devant une vie en péril, la nausée n'a pas sa place. C'est à cela que j'ai cru qu'il serait de bonne loi de faire ces confessions plutôt que de me résigner comme l'auraient fait les autres. Quelles sont les motivations, monsieur l'écrivain, qui vous ont poussé à écrire ce livre qui se tient juste devant nous sur ce plateau? En tout cas, cette question est pertinente. Le motif, n'est-ce pas, de ce livre est de stipuler, n'est-ce pas, que notre littérature noire, avec toute sa nature, bien que descendante de la négritude, notre choix serait donc de la lire, de l'écrire, sans ignorer nos us et coutumes. En somme, cette littérature, elle mérite d'avoir un patrimoine qui l'illustre et qui explique ce qu'elle est. Et ce qu'elle est dans le sens de son combat et la nature même, l'essence de ce que nous voulions traduire pour notre vécu quotidien, qui est confession interdite, entre lesquelles nous pensons que confession interdite n'est ni plus ni moins que l'expression, n'est-ce pas, qui peut véhiculer, traduire la somme des expériences que nous avons au quotidien connues depuis la genèse des temps et jusqu'au moment où nous étions à même de traduire, n'est-ce pas, cette existence-là, faite d'épreuves, faite de tout ce que nous avons connu, traversé, et puis, bon, comme ça, nous prenons conscience, quoi, n'est-ce pas, de toutes ces choses, au point que confession interdite vienne baliser ce que nous ne disions pas.
mais que nous voulons bien avouer et que nous sommes fiers, n'est-ce pas, d'appartenir à cette nature, à cette Afrique. Monsieur l'écrivain, alors vous parlez dans les motifs de ce livre que c'est pour retracer le vécu du monde africain. Bien avant vous, plusieurs auteurs ont eu aussi à emboîter le pas. Vous avez en amont évoqué la littérature des tropiques, la négritude, et par là nous avons un Senghor, nous avons un Césaire, nous avons un Diop, nous évoquerons également les Kwame Nkrumah, nous évoquerons également Emery Patrice Lumumba et bien d'autres encore qui ont écrit à ce sujet. Alors, vous, à votre tour, pour ne pas dire, dans votre siècle, vous venez d'écrire Confession interdite. Alors, nous voulons savoir, monsieur l'écrivain, quelle est la particularité de votre livre par rapport à ces autres livres qui ont également abordé le même sujet ou la même thématique que vous? Monsieur le journaliste, vous n'allez pas croire, vous n'imaginez pas la joie que cela me ferait d'aller vous faire promener dans un univers un peu magique tel que j'essaie de me remettre, parce que la particularité telle que vous voudrez la voir, elle a été, n'est-ce pas, fondée. Elle a été je me suis permis, à travers beaucoup d'histoires que j'ai racontées, ces histoires-là, qui ont un dénominateur commun. Toute la sacralité que nous mettons dans le partage et l'hospitalité. C'est des caractéristiques qui créent le fondement d'une société telle que nous fûmes avant la colonisation. Permettez-moi, monsieur l'écrivain Jean-Aimé, vous parlez de la sacralité du partage et de l'hospitalité. Pensez-vous que Senghor n'a pas, dans ses livres, fait mention de ce partage? Ou peut-être, pour vous, le fait d'avoir ajouté partage, le mot sacralité à partage, qui fera ou qui fait, on suppose, je le suppose, une particularité de votre idée de partage à celle de Senghor, par exemple. Monsieur le journaliste, rassurez-vous que quand nous parlons de partage, nous perdons dans un univers qui ne sera pas les cités que nous vivons aujourd'hui là. Nous avons vécu dans les campements, dans les brousses, dans les villages, et cette sacralité-là, à l'intersection de toutes les coutumes, avait les mêmes décisions. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple, un étranger pouvait quitter à 1000 km, il retrouverait cette même sacralité du partage et de l'hospitalité. C'était donc comment allais-je dire, c'était cette vie-là, un principe de vie que nous sommes tenus de citer, de ramener, d'exhumer à travers chacune des histoires, parce que les histoires, elles sont innombrables, qui expliquent, n'est-ce pas, cette véracité-là de ce que nous avions, de la manière dont nous avons considéré, n'est-ce pas, le partage, et parce que le partage en lui seul et l'hospitalité anéantissent ce que connaissent aujourd'hui d'autres sociétés plus modernes, soit dit entre guillemets, pour les choses que nous ne pouvons pas connaître hier. L'Afrique était unie. Monsieur l'écrivain, dites-moi,
nous aimerions mieux comprendre votre appréhension du mot partage. Lorsque vous parlez de partage, à quoi réellement faites-vous allusion? À quoi on veut comprendre ce partage? Je parle bêtement, je pourrais parler simplement. Je prends un dicton baoulé qui dit que le riz cuit appartient à tous, même à l'étranger de passage. Ah, donc vous voulez parler du partage des vivres ou de la nourriture ou de tout. Donc, de tout. De toute façon, l'hospitalité est aussi une forme de partage. Ah, ok. L'hospitalité est aussi une forme de partage et ce partage-là est une communion des communautés. Mais si l'hospitalité, comme vous le soulignez, est aussi une forme de partage, mais pourquoi vos prédécesseurs, les Césaires et mes Césaires, les Diop et autres, pour ne pas parler des panafricanistes, aujourd'hui s'apitoient, s'insurgent contre la colonisation? Pourtant, c'est un partage le fait qu'ils prennent les richesses, puisque vous avez dit que le partage, ce n'est pas seulement au niveau de la nourriture, mais surtout, bon, à la colonisation, il y a eu un partage. Le colon vous a donné l'intelligence et en retour, vous avez donné au colon vos richesses. Alors, pensez-vous que y a-t-il lieu de regretter ou encore vous êtes dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom? Monsieur le journaliste, rassurez-vous que le partage auquel nous faisons allusion n'est pas un partage martial comme il s'est fait. Le partage qui s'est passé à la colonisation ne visait qu'une chose, c'est exploiter les terres africaines au détriment des besoins du blanc. Donc, ce partage-là n'a fait que des malheurs de l'Africain. Mais dans ce même partage, quand vous voulez lui donner une expression poétique, n'est-ce pas, on finit par dire que la colonisation a été mal nécessaire. Mal nécessaire, mais ça ne veut pas dire que l'Afrique a autant gagné que l'Europe. Donc le partage que nous disons, c'est un partage intercommunautaire qui a façonné des mentalités. Donc gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Personne n'exploite l'autre. Voilà. Donc je te donne du pain, en retour tu me donnes de l'eau. Par exemple. Ok. Par exemple. Ah, d'accord. Par exemple. Voilà, chers auditeurs et internautes, nous poursuivons cette interview pour comprendre cet ouvrage que l'écrivain Mavungu Jean-Aimé vient de mettre à jour, Confession interdite. Tel que vous l'entendez, Confession interdite. Donc, l'auteur parle des choses qui n'ont jamais été confessées, que lui trouve bon de confesser, de dévoiler, d'exposer. Voilà. Et l'auteur insiste ici sur deux éléments, le partage et l'hospitalité. Alors, monsieur l'écrivain, toujours dans le même sillage de cette question, en vous entendant parler, nous remarquons une rage se dégager dans votre verve. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, ce partage et cette hospitalité africain ancien n'existe plus en Afrique, d'où vous militez pour qu'elle renaisse? Oui. Monsieur le journaliste, rassurez-vous que on le dirait sans fausse modestie, merci bien, le partage, il y a des élites en Afrique qui pensent que quel que soit ce qui a été dit, je retiens quelqu'un qui a dit l'Afrique était mal partie, mais je peux aussi vous dire qu'un autre est venu a ajouté qu'elle n'était pas déjà partie pour qu'elle soit mal partie. Mm-hmm. À telle enseigne que si l'Afrique est aujourd'hui obligée de s'immiser, de vouloir se moderniser, mais l'Afrique a eu des valeurs, des inventions. Rappelez-vous de l'Égypte antique.
Rappelez-vous de l'écriture. C'est vrai qu'elle est née en Mésopotamie, mais l'écriture a été, elle a pris son essor en Égypte. En Égypte. Et c'est à cause de ce partage-là qu'elle s'est retrouvée dans la Grèce antique, dans les amphithéâtres de la Grèce antique, de l'ère de Thalès. Pour vous dire que le partage, dans son essence, n'était pas une mauvaise chose, mais c'était un bonheur partagé, une égalité d'âme, qui voulait que les gens puissent se considérer égaux. Voilà. Et ces choses-là, c'est celles qui sont dites, qui se retrouvent dans Confession interdite, parce que dans Confession interdite, vous verrez qu'il y a beaucoup d'histoires. Mais dans chaque histoire, il y a une thématique. Il y a forcément une moralité que chacun doit tirer en fonction de sa maturité intellectuelle. Donc, une interpellation que vous êtes en train de faire à l'endroit de quiconque lira ce livre. Absolument. Absolument. Merci bien. Absolument. Alors, à quel lecteur s'adresse votre livre, monsieur l'écrivain? Merci bien. Est-ce aux enfants? Est-ce aux vieillards, aux adultes, ou vous avez une catégorie donnée de lecteurs, où vous vous adressez à tout le monde? Merci, monsieur le journaliste. Le livre que j'ai écrit, Confession interdite, s'adresse beaucoup plus à ceux qui sont appelés à s'élever. Donc, votre lectorat est spécifiquement africain, ou vous vous adressez au monde entier, à ceux qui dorment, dont vous avez besoin qu'ils se réveillent? Je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore tenu à comprendre, à saisir la plénitude de notre littérature, notre littérature, elle est vertueuse. Elle a beaucoup de choses qui n'ont pas toutes été dévoilées dans le temps. Vous parlez de la littérature africaine. Bien sûr, mais que je cite à travers ce que je dévoile, à travers ma confession, les confessions. Parce que le livre, en fait, vous pouvez dire la confession ou les confessions, mais elles sont multiples. Et chaque lecture, chaque histoire est une confession. Exactement. Chaque histoire est une confession. Exactement. Et ces confessions-là chacune des confessions a une moralité. C'est de ça qui est plus important. Et la moralité, elle n'est que salvatrice, elle n'est que bien faite, bienvenue pour toute l'élite africaine, parce que nous sommes appelés à avoir le même langage qui nous sorte de la dépendance intellectuelle, de la dépendance culturelle et économique, en sachant que avec ce que nous sommes et ce que nous n'avons pas su, l'Afrique pourrait être mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Avec ce que nous avons et nous pouvons avoir, l'Afrique pourra prendre son envol. Alors, monsieur l'écrivain, quel message avez-vous voulu transmettre exactement à travers ce livre? Oh, monsieur le journaliste, vous n'imaginez pas que je dois me plaire de vous dire que ce livre est l'incarnation d'une renaissance qui voudrait rappeler au monde entier que même sans la colonisation, l'Afrique était habitable et que tous se savaient. Ils savaient soigner, ils savaient se guérir, ils savaient tellement de choses que, logiquement, à la croisée de certaines civilisations qui sont venues nous amener, nous imposer ce qui nous a été imposé, l'Afrique devrait garder son âme. Nous n'avons pas besoin d'une âme métissée. Nous sommes dignes d'être une Afrique qui a tout son sens et toute sa personnalité. Donc, votre message à transmettre aux différents lecteurs et internautes qui nous suivent présentement, c'est que il faut que les valeurs africaines renaissent.
Oui, oui. Et c'est le combat de tous les écrivains qui ont, n'est-ce pas, magnifié la négritude et qui aujourd'hui magnifient cette littérature-là, qui vante ce que nous sommes. Parce que cette littérature-là, elle est noble, elle est riche et pleine de perspectives. Mais Senghor a dit, c'est à vous, puisque vous emboîtez les mêmes pas qu'eux, de nous dire s'il a eu raison par rapport à ce que vous êtes en train de dévoiler dans votre livre Confession interdite. Il dit, je cite, « L'émotion est nègre, la raison est hélène. » Et à l'école, on comprend, on nous a enseigné en disant ainsi, Senghor, étant militant de la négritude, confesse que la pensée, la réflexion, le bon sens n'appartient pas aux Noirs, mais appartient aux Blancs. Mais nous, les Noirs, ce qui nous revient, ce sont les émotions, les passions, mais on n'a rien à voir avec tout ce qui est lié à l'intelligence. Alors, que pensez-vous de cette assertion? Monsieur le journaliste, rassurez-vous que Senghor était un éminent philosophe. Il savait comment mettre sa thèse dans l'antithèse pour vous dire que cette Afrique-là, elle est bel et bien le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et si elle est le berceau de l'humanité, il a été témoigné que l'Afrique n'aurait pas besoin d'un brassage pour se faire une identité. C'est pourquoi nous devons toujours continuer à le dire, parce que Senghor n'a fait que ça, mais il y a, n'est-ce pas, certains paradoxes ou certains points de vue particuliers. Certains points de vue particuliers, oui. Mais qui ont en commun une résultante de la pensée noire, de cette négritude, qui n'est ni plus ni moins que le socle du combat qui donne l'indépendance culturelle à l'Afrique. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Je pense que les auditeurs et les internautes vous saisissent très bien et auront sûrement des questions aussi à vous poser. Monsieur Mavungu, auteur de ce chef-d'œuvre, Confession interdite, où puisez-vous votre inspiration? Bon, comme on dit, le monde est vaste. Ou bien vous êtes disciple de Platon, vous suivez les traces de Platon, ou vous êtes disciple de Paulin Mutundi, de Martien Towa, ou de Césaire, ou de Senghor que nous venons d'évoquer, ou on ne sait pas encore de quel autre écrivain africain, ou bien vous êtes purement une nouvelle espèce parmi toutes ces catégories citées. En tout cas, monsieur le journaliste, rassurez-vous que le domaine dans lequel nous sommes en train de patauger est un domaine, il est si vaste. Moi, si je pouvais être, n'est-ce pas, disciple de quelqu'un qui a... Votre inspirateur. Oui. Je parlerai d'Ésope. Ah. Ésope, c'est un esclave égyptien, noir, affranchi, et qui a convaincu ses maîtres. Comment a-t-il convaincu ses maîtres égyptiens? Ses maîtres étaient des Égyptiens ou bien des... Bon. Ils étaient esclaves égyptiens. Oui. Esclaves en Égypte ou dans une autre contrée? En tout cas, Ésope a été il a été déporté, n'est-ce pas, en Israël, mais il est resté égal à lui-même parce que les capacités qu'il a apportées étaient des capacités... Monsieur l'écrivain, s'il vous plaît, nous aimerions mieux comprendre. Ésope, était-il d'Israël, déporté en Égypte, ou égyptien, déporté en Israël? Parce que nous voulons comprendre son itinéraire et son origine. De quel Ésope était égyptien? Il était égyptien. Et emporté en tant qu'esclave en Israël? Oui, mais après il est revenu en Égypte parce que
on avait compris c'était un grand philosophe. Ah, ok. Là, nous comprenons mieux. Puisque la philosophie avait tous ses sens. Dans ce temps-là, on lui a donné tout ce qu'il valait et c'est Ésope qui a tellement séduit ses patrons qu'on en a fait de lui quelqu'un, n'est-ce pas, une référence de philosophie. Ok. Une référence philosophale. Ok. Parce que là, dire que je peux être adepte de Ésope, oui, parce que dans cette antiquité, même les Platons sont inspirés de Ésope, parce que Ésope, non seulement qu'il était philosophe, mais il a aussi été inventeur. Philosophe inventeur. Voilà comment, n'est-ce pas, pour que je revienne à la question. Oui, votre source d'inspiration, c'est Ésope. C'est Ésope. Voilà, donc vous imitez ses traces. Oui, j'imite ses traces. S'il était vivant aujourd'hui, vous serez compté parmi ses disciples. Oui, éthiopienne, oui. Ok, oui. D'accord, c'est compris, c'est clair. Alors, monsieur l'écrivain, en cas d'une invitation par une tierce ou des tierces personnes pour un exposé ou une conférence débat sur votre livre, accepteriez-vous d'y répondre? En tout cas, monsieur le journaliste, je vous le précise, vous savez ma parole, je viendrai de tout cœur parce que il faut le reconnaître, je suis à mes premiers pas dans cet univers de littérature et plus, n'est-ce pas, je m'affronte à certaines objections, je crois que le profit que je tirerai de cela est plus positif pour ce qui va nous rester à faire au chemin. Et même si cette invitation venait de l'étranger, d'un mouvement contraire au vôtre? Mais oui, mais écoutez, mais tous les grands que nous avons, tous les penseurs africains ou bien les panafricanistes, mais ils n'ont fait valoir que le droit de leur penser que devant l'adversité, devant le contraire de leur conviction. Quand je vous cite Lumumba, je vous cite Sankara, mais c'est au milieu de la contradiction qu'ils ont traduit ce qu'ils voulaient faire de cette Afrique. Et tenez-vous bien que leur rêve ne va pas mourir. Je peux parler de Martin Luther King. Martin Luther King avait fait un rêve. Son rêve serait de voir un jour les Noirs et les Blancs cohabiter. Profitons, je profite par là pour poser une question. Donc, vous également, vous vous passionnez de voir un jour les Noirs et les Blancs marcher main dans la main. Bon, oui. Et si c'est oui, donc, vous constatez sûrement que ce rêve de Martin Luther a bien été accompli, mais elle a disparu. Non, il n'a pas disparu. Ok. Dans la possibilité des faits, oui. Si aujourd'hui, un monsieur comme Barack Obama a commandé les États-Unis, Barack Obama est noir, dont les origines sont kenyanes, on peut croire que le rêve de Martin Luther King n'a été qu'un vrai rêve. Il a été un vrai rêve. Et un rêve qui attire, qui façonne, qui va modeler beaucoup de conscience. Qu'hier, en parlant de l'apartheid ou bien de la ségrégation raciale, était, n'est-ce pas, ressemblerait à un leurre. Mais quand vous voyez, par exemple, dans les pays d'Amérique, les grands musiciens, les grands boxeurs, les grands chanteurs, les grands artistes en termes de peinture, mais c'est les Noirs. Les Noirs qui veulent faire accepter la logique de la cohabitation, la logique de Martin Luther King, que ce monde est un monde qui est planétaire,
mais qui voudrait être un gâteau pour tous, un bien partagé Voilà. entre tous les humains, Voilà. sans distinction ni de race, ni de couleur de peau, ni d'ethnie, mais que chaque être humain soit reconnu être un humain. un humain, comme disent les Anglais, black or white, we are the same. Ok, donc noir ou blanc, nous sommes humains. identiques ou les mêmes. Voilà. Merci bien, monsieur l'écrivain. Alors, monsieur l'écrivain, nous savons toujours que tout écrivain, lorsqu'il commence à écrire, il devient un fleuve qui coule, mais dont les destinations nous sont inconnues. Pour dire, après cette œuvre que vous venez d'écrire, Confession interdite, quels sont vos autres projets d'écriture pour l'avenir? Monsieur le journaliste, je tiens à vous dire que dans la même perspective, nous avons déjà, nous serons bientôt au deuxième livre, à part Confession interdite, le deuxième livre que nous avons appelé Songe inavoué, c'est un recueil de poèmes. Le moment venu, vous le trouverez, vous saurez l'apprécier, mais en somme, ils ont le même discriminant avec Confession interdite parce que, en tout et pour tout, nous sommes militants de la cause qui combattra toujours les inégalités sociales. Voilà. Donc, nous avons pensé que écrire un autre livre, mais c'est un recueil de poèmes qui n'a ni plus ni moins que les mêmes fondements que Confession interdite. Donc, disons, la vocation est dévoiler ce qui a longtemps été caché pour interpeller à une renaissance, à l'amour entre tous les hommes. Oui. Bien, nous progressons lentement et sûrement vers la fin de notre interview. Alors, monsieur l'écrivain Jean-Aimé Mavungu, un dernier mot pour les lecteurs et les internautes. Le dernier mot, mais le dernier mot à l'endroit des lecteurs, mais je vous dis que ce qu'il y a de plus grand, c'est sublime. Aucune invasion livresque ne peut laisser une âme vivante dans la même posture qu'elle était avant, n'est-ce pas, cette promenade. Donc, aimer la lecture. Et puis, s'adhérer à un courant ne peut que donner à l'homme une élévation qui est à la fois spirituelle et qui est à la fois, n'est-ce pas, bénéfique pour tout ce que nous sommes de mammifères. Parce que une lecture est une richesse. Une lecture est une richesse d'après l'écrivain congolais Jean-Aimé Mavungu. Alors, monsieur l'écrivain, permettez-nous de vous poser cette dernière question avant que nous ne puissions atterrir. Parce que c'est une question, nous aimerions bien la poser, parce qu'on constate le plus souvent que les auteurs qui publient les livres, les écrivains, les poètes et dramaturges, et que sais-je encore, une fois que le livre est publié, une fois retenu ou une conférence ou une dédicace à propos de l'œuvre, ils disparaissent. Pour les voir, ça devient des gymnastiques. Ça devient des audiences. Sous prétexte, ou si c'est un titre de noblesse, on dit l'auteur, l'écrivain devient un personnage public. Alors, monsieur l'écrivain, au cas où les auditeurs, les lecteurs, les internautes, les présents ou les futurs
auront bien besoin de vous contacter sûrement pour des questions liées au livre ou peut-être pour autres préoccupations, alors que devraient-ils ou que devront-ils faire? Monsieur le journaliste, je suis content de m'approcher avec vous à l'atterrissage ou l'amérissage. Je suis joignable. Je suis joignable au numéro 05 535 1628. Et mon deuxième site, c'est le 06 633 18 66. En tout cas, pour moi, les portes ne sont pas fermées. Il n'y a pas de protocole chez moi. Je suis partisan de l'échange. Et autant je serai visité par vous, et autant mon bonheur grandira parce que tout échange est, n'est-ce pas, source de richesse. J'ose le dire. Merci bien. Alors, merci bien. Et c'est nous qui vous remercions. Pour tous ceux qui voudront avoir ce livre, vous pouvez contacter les éditions Louzaboussou ou vous pouvez acheter le livre directement en ligne dans sa version numérique et dans sa version papier. Les livres sont là et le livre, une fois commandé, vous parviendra parce que ce livre, Confession interdite dérange. Et une fois de plus, Monsieur l'écrivain, merci de répondre à notre invitation et nous vous disons à bientôt parce que nous allons revenir sur ce plateau. Monsieur le journaliste, le plaisir est partagé et sincèrement, la prochaine occasion, toutes prochaines occasions seront les meilleures. Alors, chers auditeurs, chers lecteurs et internautes, c'est ici que nous mettons fin à cette interview et nous vous disons bonsoir.